Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire consacré au statut juridique pour mon entreprise. Donc, c'est un webinaire qui est destiné à poser un peu le cadre du statut, la question du statut qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, bon, c'est des webinaires que nous, Serre France, on pratique depuis très longtemps, je dirais depuis l'après-Covid, à peu près 4-5 ans. Et bon, avec des thématiques régulières. Donc là, aujourd'hui, c'est le statut, mais ça peut être autre chose, notamment le prévisionnel, la facture électronique, le statut social. Mais il y a plein de sujets qui peuvent nous rassembler. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on se donne 3 quarts d'heure avec 10 minutes à un quart d'heure de questions, hein. On va commencer. Donc, on va se présenter. OK. Alors du coup, bonjour, Marine Monsalves, je suis juriste au CERF France et je m'occupe principalement du Nord-Isère. Donc je suis sur les agences de la Tour du Pin, Villenoirieux et Bourgoin-Jallieu. Moi-même, Vincent Bureau, donc je suis conseiller à Serre France. Je suis plutôt en charge des questions de création reprise d'entreprise et aussi du conseil d'accompagnement de dossiers. Voilà, et donc on constitue le binôme du jour et on est assisté d'Alessia Gallo qui est chargée de communication chez nous et qui nous donne un coup de main en nous alertant sur les questions et puis sur le webinaire sera enregistré, il est enregistré. Si voilà après il est rediffusé sur la page de Serre France. Alors, euh, il y a un petit peu d'attente. Ce qu'on veut, c'est à peu près faire un petit tour d'écran. Alors, on a mis 15 secondes, hein, bon, puisque c'est bon, destiné à vous présenter les préoccupations du moment que vous avez. Et puis, si vous avez des questions ou des points voilà, que vous avez en tête, n'hésitez pas à nous en faire part, mais uniquement pour bien se connaître, hein. Bah, je vous laisse vous présenter. Moi, sur la liste, j'ai Loïc, hein, si vous pouviez prendre la parole pour vous présenter en 15 à 20 secondes. Voilà, allez-y, Loïc, si c'est bon pour vous. Ou j'ai Jennifer aussi. Entendez. Ouais, Non. voilà, Oui, bonjour. non. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, Jennifer Brouillard, donc moi j'interviens là, à titre personnel, hein, bien sûr, où Oui, mon projet, c'est de monter une entreprise de transport transport, ok. transport associée avec mon frangin qui aujourd'hui dispose à une activité déjà d'exploitation agricole. Bon, faut D'accord. bien qu'on dissocie les deux sociétés, bien sûr, parce que Oui, l'exploitation agricole ne peut pas avoir une activité de transport oui, associée à celle-ci. Et on est un petit peu en flou sur le statut à choisir. Voilà, tout simplement, d'où ok. l'objet de ma présence aujourd'hui. Très bien, merci. Je vous en prie. Si, merci, je vous en prie. Loïc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ou je vous propose à Solana, si vous voulez vous présenter. Ou j'ai Clara. Bah, Ah, Loïc. Voilà, oui, Loïc. bonjour. Vous Pardon, m'entendez? bonjour. Oui, on Bonjour. vous entend. Moi, je suis en reconversion professionnelle actuellement dans le métier de la comptabilité. Oui, J'ai été gérant et associé de plusieurs entreprises. Et en fait, je viens à oui. votre webinaire pour refaire un point sur la création d'entreprise. Voilà, parce que depuis quelques années, j'ai peut-être loupé les dernières nouveautés. Donc, c'est pour me remettre à jour dans le cadre de ma reconversion Ouais. des métiers de la compta. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on va voir zoomer sur le statut, mais ça fait partie du projet général de création. Parfait. Merci. J'ai Solana. Vous pouvez prendre la parole. Clara ou Elodie. Bonjour Elodie Nguyen. Alors, moi, je suis juste là en observation, on va dire. J'accompagne des porteurs de projets, donc ça m'intéressait de voir un peu les webinaires sur lesquels on peut les orienter. Mm. Elodie qui travaille à une association initiative qui accorde des prêts à la création d'entreprise, des prêts de trésorerie, qui Voilà. sont bien utiles et fort bien positionnés dans le financement de l'entrepreneuriat.
Voilà, si Solana et... non, j'ai Solana, Clara, alors il y a peut-être d'autres personnes qui... Bon, on continue. Euh, alors, Serre France, en quelques mots, bah, on est un cabinet comptable de conseil et d'expertise comptable. On est sur les 3 départements, l'Isère, la Drôme et du Vaucluse. Donc, il y a des gens de la Drôme et du Vaucluse qui nous font aujourd'hui. On est spécialisé sur l'entrepreneuriat jusqu'à 20 à 30 salariés dans les domaines, dans tous les domaines, y compris l'accompagnement projet qui nous rassemble et les questions fiscales et économiques. Voilà. Bon, on aura l'occasion de faire connaissance peut-être en entretien individuel ou en entretien propre à votre activité. Euh, alors, aujourd'hui, je lance les slides. Il y a un petit temps d'attente. Pardon. Excusez-moi, j'ai un temporisation. Voilà, alors je reviens. Voilà. Je te laisse oui, On commencer. va commencer. Oui, Alors, donc déjà, pour commencer, il faut savoir ce que c'est un statut juridique. Le statut juridique, c'est la forme que va relever votre entreprise individuelle et de ce statut va découler les conséquences juridiques, fiscales et sociales de vos structures. On connaît 2 grandes familles de statuts juridiques. On entend souvent parler de l'entreprise individuelle, donc qui est le fait d'exercer en nom propre, et la forme sociétaire. Alors, à quel moment on décide de la forme juridique de notre structure? Je peux juste oui. passer, s'il te plaît. Ouais. On a un temps d'attente avec le support. Bon. À quel moment on s'intéresse à la forme juridique de nos sociétés? Alors souvent, vous voyez cette option-là après avoir fait le prévisionnel, parce qu'on va regarder quel est votre projet, quelles sont vos contraintes personnelles, quelle est l'évolution que vous voulez apporter à votre société, et en fonction, donc viendra découler le statut juridique de vos structures. Donc pour aujourd'hui, pour le webinaire d'aujourd'hui, on va surtout se consacrer aux formes commerciales, même s'il existe des formes juridiques de sociétés agricoles, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Donc dans un premier temps, l'entreprise individuelle, donc la première forme juridique qu'on va vous présenter. Alors, elle a connu une évolution en 2022 au niveau de la séparation du patrimoine. Jusqu'à présent, avant la loi du 14 février 2022, le patrimoine professionnel et personnel des entrepreneurs n'était pas distinct. Et donc, on ne connaissait qu'une protection de la résidence principale. Et si on voulait protéger d'autres biens, il fallait passer par un notaire et réaliser une déclaration d'insaisissabilité. Depuis 2022, la loi a changé et on a distingué donc le patrimoine professionnel du patrimoine personnel de l'entrepreneur, ce qui fait que désormais, les créanciers professionnels ne peuvent venir engager que les biens professionnels de l'entrepreneur si besoin. Donc, ça a été la vraie révolution sur les entreprises individuelles. Alors, il y a quand même une Nuance. nuance à apporter, merci. Donc la première, c'est pour tous ceux qui étaient déjà créés avant 2022, qui avaient déjà des créanciers professionnels. Ceux-là ont la possibilité donc de venir chercher le patrimoine personnel de ces entrepreneurs-là. On ne vient pas appliquer de façon rétroactive la loi. Pour toutes les personnes qui ont pris des gages sur des biens personnels, ces biens-là peuvent être engagés par les créanciers qui ont pris ces gages. Et le dernier cas, c'est en cas de fraude aux impôts et aux cotisations sociales. Dans ces cas-là, on peut venir chercher le patrimoine personnel des personnes qui auraient commis ce type de fraude. Concernant le formalisme de l'entreprise individuelle, donc on entend souvent parler du fait que c'est un formalisme souple. Donc effectivement, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de capital à constituer, c'est assez rapide. Ça se fait sur guichet unique, qui est donc une plateforme d'État qui existe depuis 2023. La seule réglementation que vous avez, c'est que sur les documents, vous devez indiquer le terme entrepreneur individuel ou EI.
Alors, le régime fiscal pour l'entrepreneuriat individuel, en fait, il y a 3 régimes fiscaux ouverts et possibles. Il y a le régime du bénéfice réel. Euh, Ça veut dire que votre résultat fiscal, c'est en gros, c'est vos recettes moins vos dépenses, moins les amortissements liés aux investissements que vous avez engagés. Dans le système du réel selon l'impôt sur le revenu, votre rémunération n'est pas déduite du résultat. Le deuxième régime fiscal, c'est ce qu'on appelle la micro-entreprise. C'est un régime simplifié. Ça veut dire que votre revenu, selon le type d'activité que vous faites, on applique à votre revenu un abattement, à votre chiffre d'affaires, pardon, un abattement qui est de 71% si vous faites du négoce ou des ventes de marchandises, qui est de 50% si vous réalisez des prestations de services, un abattement de 34% si vous réalisez des prestations de services dans un cadre libéral. Par exemple, faites du conseil en création d'entreprise, admettons. Et puis, si vous êtes agricultrice ou agriculteur, vous avez un abattement de 87%. Mais pour la micro-entreprise, le résultat fiscal, c'est un pourcentage qu'on applique au chiffre d'affaires. Le troisième régime, qui est pratiqué un petit peu moins que les deux autres, mais qui a toute son importance, qu'on appelle le régime réel selon l'impôt sur les sociétés. Et depuis le 15 mai 22, dans le cadre de la réforme que Marine nous a précisée tout à l'heure, il y a la possibilité d'opter au régime de l'IS. C'est-à-dire que, en gros, c'est votre régime réel que j'ai mis en premier cas, sur lequel on déduit votre rémunération de l'exploitant ou de l'exploitante. Et à ce résultat, on applique le barème de l'IS qui est de 15% en deçà de 42 500 € de résultat et au-delà, c'est 25%. Le régime de l'IS pour l'entrepreneuriat individuel permet de maîtriser l'évolution probable des cotisations sociales, sachant que les cotisations sociales, dans ce cas-là, sont calculées selon votre rémunération et non pas selon ce que vous dégagez. C'est un régime qui peut avoir sa pertinence, même si les comptables, bon, je vous le dis parce que vous pouvez le lire, nous, on a une approche un peu différente, notamment sur la notion de distribution de résultats, mais on l'a positionné parce que c'est quelque chose qu'on peut repérer dans les sites et dans les conseils que vous pouvez repérer. Le régime social de l'entrepreneuriat individuel, c'est lié, le régime social, il est lié à votre modèle fiscal. Ça veut dire que si vous êtes au réel selon l'impôt sur le revenu, votre régime social, vos cotisations sociales sont calculées selon un pourcentage du résultat qui est en gros de 45%. Si vous relevez de la micro-entreprise, eh bien, vos cotisations sociales, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Alors, c'est des taux de 24, ce n'est pas les taux de 25, on les corrigera dans la diffusion. Mais si vous êtes prestataire de service, le taux est de 21, c'est plutôt 21 à 23% aujourd'hui. Si vous êtes bénéfice non commercial, votre taux est de 21 à 24%. Et si vous faites des activités de négoce, votre taux est de 12 à 13%. C'est un pourcentage appliqué au chiffre d'affaires. Et si vous êtes agriculteur, c'est 45% de 13% du chiffre d'affaires. Voilà. Et là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes en entreprise individuelle, mais vous relevez de l'IS, à ce moment-là, vos cotisations sociales sont calculées d'après un pourcentage de votre rémunération qui est de 45%. C'est le même taux que selon l'IR, mais avec une base différente. Tout ça pour dire qu'effectivement, dans le choix de l'entrepreneuriat, on doit s'obliger à repérer et à comparer votre régime social et le régime fiscal également. Dans tous les cas, le régime de l'entrepreneuriat individuel vous permet d'avoir effectivement des abattements du régime social, ouais, pardon, j'ai perdu le fil, excusez-moi, mais ça permet d'avoir effectivement, de maîtriser l'ensemble de ces notions-là. Et il faut savoir, par exemple, pour la TVA, que le choix du régime de l'entrepreneuriat individuel est déconnecté du choix de la TVA. On pourra tout à l'heure en parler dans les questions. Sur l'entrepreneuriat individuel,
ce qu'il faut retenir, c'est la souplesse dans son formalisme, une responsabilité illimitée quand on a arrêté son activité, sachant que quand on est en activité, la loi distingue le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Et par contre, si vous voulez, quelquefois, la banque, les banquiers, les financeurs ou les plateformes peuvent suggérer le choix d'une création d'une société si, il y a des enjeux financiers plus importants, hein. Donc c'est un statut qu'on doit effectivement aborder pour soit le décider, soit l'interrompre, hein, soit prendre autre chose après l'analyse des avantages et des inconvénients de ce statut-là. Alors ça, c'est ce qu'on vous expliquait Oui. tout à l'heure. Donc effectivement, l'immatriculation de votre entreprise individuelle, donc depuis le 1er janvier 2023, doit être fait donc, sur la plateforme guichet unique donc de l'INPI, qui est une plateforme qui a été créée par l'État. Et désormais, toutes les créations, modifications, cessations donc, d'entreprises ou de sociétés doivent passer par ce site Internet. Donc, on va vous présenter maintenant alors, deux formes de sociétés, les deux plus courantes, qui sont la SARL, la société à responsabilité limitée, et la SAS, qui est donc la société par action simplifiée. Donc, dans un premier temps, la SARL, donc on a deux types entre guillemets de SARL. On a la SARL unipersonnelle, où on peut entendre aussi EURL, et la SARL pluripersonnelle. Il n'y a pas de réelle distinction entre ces deux-là. Il s'agit de la même forme juridique. Une SARL peut être composée d'un ou plusieurs associés. Ces associés-là peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Au niveau de la responsabilité, on est sur une responsabilité limitée, donc limitée au montant des apports, donc c'est-à-dire limitée au montant du capital social, sachant qu'il n'y a pas de capital social minimum. Il pourrait être de 1 euro. Celui-ci est quand même en fonction du projet, des besoins, des financements également, parce que ça va être le gage des créanciers. Au niveau des dirigeants, on parle de gérant. Il s'agit d'une personne physique qui peut être associée ou non. Sur le régime social, donc si on est en présence d'un gérant qui est l'associé unique, ou si on est en présence d'un gérant majoritaire, on sera sous le régime des TNS, c'est-à-dire travailleurs non salariés. Si au contraire, on est sur un gérant qui n'est pas associé ou si le gérant est minoritaire, on sera assimilé à un salarié. Au niveau de l'impôt de votre SARL, donc si vous êtes associé unique de droit, c'est l'impôt sur le revenu qui s'applique. Par contre, on peut opter, c'est ce qui est souvent fait, on peut opter à l'impôt sur les sociétés. Si par contre votre SARL elle est avec minimum 2 associés, dans ces cas-là, il n'y a pas de choix, vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés. Alors, cette slide-là reprend un peu ce que je vous ai dit. Donc là, vous voyez la même chose, mais pour les SARL avec plusieurs associés. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, il n'y a pas de grande distinction avec la SARL unipersonnelle. Il y avait une question sur le capital social pour les entreprises de transport, là, alors effectivement, pour Jennifer. C'est vrai, pour les entreprises de transport, vous avez une capacité financière à respecter. Donc, on va regarder le montant de vos capitaux propres. Et donc, du coup, le montant que vous devez appliquer est différent en fonction du tonnage de vos véhicules et du nombre de véhicules que vous avez. De tête, pour un véhicule de 3,5 tonnes, il faut que vous ayez des capitaux propres minimum de 9 000 €, si je ne vous dis pas de bêtises. Et puis 5 000. Ouais, c'est ça. Et 5 000 € supplémentaires pour tout véhicule supplémentaire. Oui, c'est exact. J'ai passé la formation en fait, hein, donc je peux parfaitement répondre. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est pas lié à la forme de la société, c'est vraiment lié à l'activité qui est exercée dans votre société. Alors maintenant, concernant les SAS ou les SAS unipersonnels, donc pareil, il n'y a pas de minimum d'associés. On peut avoir une société, la société peut être créée qu'avec une seule personne, une personne physique ou une personne morale. La responsabilité est également limitée au montant des apports qui eux-mêmes ne sont pas, aucun minimum en tout cas n'est exigé. Au niveau du vocabulaire, il est un peu différent. On ne parle pas de gérant, on parle de président et de directeurs généraux.
il nous faut au moins un représentant légal, donc au moins un directeur. Il peut être une personne physique ou une personne morale, et on peut avoir, si on le souhaite ou pas, plusieurs ou un directeur général. Ce n'est pas obligatoire. La nomination et les pouvoirs du président et du directeur général sont prévus librement dans les statuts. Mais c'est pour ça aussi qu'on en entend souvent parler que la SAS est plus souple que la SARL, parce qu'effectivement, vous pouvez prévoir plus de choses au niveau des statuts. Donc là, c'est ce que je vous disais, effectivement, le capital social est libre. Au niveau du régime social, donc le président ou le directeur général est assimilé salarié. Et là, pour le coup, dans une SAS, vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, dans des très rares cas, soumis à l'impôt sur le revenu. Ça arrive. Alors, on a fait une petite synthèse, bon, un peu littéraire quand même, mais entre les statuts, alors c'est la même chose qu'on vous a exposé, simplement par thématique. Alors, je te laisse, Exactement, ouais. ça vous Ouais. permet de comparer un Voilà. peu les deux formes. Donc, c'est ce qu'on disait, que ce soit la SARL ou la SAS, il n'y a pas de capital minimum. Au niveau de la composition du capital social, là, c'est le vocabulaire qui va changer. Dans une SARL, on va parler de part sociale, et dans une SAS, on parlera d'action. Au niveau de l'apport, alors, pour constituer un capital, vous avez 3 types d'apports qui sont possibles. On a ce qu'on appelle l'apport en numéraire, donc c'est apporter une somme d'argent. L'apport en nature, ça permet d'apporter un bien. Et l'apport en industrie, ça apporter une connaissance, quelque chose qu'on voit un peu moins souvent. Au niveau de la libération de ces apports-là, au niveau de la libération des apports en numéraire, vous n'êtes pas obligé d'apporter la totalité d'un coup. Dans une SARL, il faut apporter au moins 20% au jour de la constitution et apporter le solde dans les 5 ans qui suivent. Au niveau d'une SAS, il faut apporter au moins la moitié du capital social. Dans tous les cas, pour pouvoir constituer la SARL ou la SAS, il faut au moins apporter un minimum. C'est pour ça que souvent, quand vous créez votre société, première étape, on vous rédige les statuts. Ces projets de statuts-là vont vous permettre d'apporter votre capital en banque. La banque vous donnera une attestation de dépôt des fonds. Et c'est avec cette attestation-là, que vous pourrez immatriculer votre société. Est-ce que ce document-là sera demandé par le greffe? Et c'est le capital que vous versez au départ, totalement ou partiellement, en fait, il arrive dans votre compte bancaire. On dit qu'il est bloqué le temps qu'on crée, mais à un moment donné, vous en avez la liberté, et ça constitue, entre autres, votre trésorerie de départ, qui peut être complémentée par un prêt d'honneur d'une association initiative. Hein, mais souvent dit, le capital social est bloqué. En fait, il est bloqué le temps de la création, mais l'argent est disponible quand vous avez votre cabis. Exactement, oui. Là-dessus, on a très souvent des questions et des confusions. Hein. Un petit point de comparatif sur les dirigeants. Donc, dans une SARL, on parle de gérant. Dans une SAS, on parle de président. Il faut au moins un président. Et puis après, on peut avoir plusieurs autres personnes, donc des directeurs généraux, comme on vous expliquait. On peut également créer des conseils d'administration, etc. Ça va être vraiment en fonction du projet et de la taille de votre structure. Qui peut être dirigeant, donc un gérant est obligatoirement personne physique, mais il n'est pas obligé d'être associé. Dans une SAS, le président peut être une personne physique ou une personne morale. La nomination, donc, dans une SAS, on prévoit la nomination dans les statuts. Dans une SARL, c'est les associés qui nomment le gérant. Ensuite, ça reprend ce qu'on vous disait, donc le statut social, donc vous êtes travailleur non salarié si vous êtes gérant majoritaire ou si vous êtes du coup gérant et seul associé. Et dans le cas contraire, vous êtes assimilé salarié, donc tout comme une SAS. Mais qui dit assimilé salarié, on a les cotisations sociales d'un salarié, on n'a pas forcément on fait un comparatif. C'est ce qu'on montre là. Être assimilé salarié, donc c'est plus coûteux. Pour être bien protégé, c'est plus coûteux. Par contre, tant qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de charge sociale, mais il n'y a pas non plus de couverture sociale. Donc, c'est pour ça que ça peut être plus risqué. C'est plus lourd aussi parce que qui dit assimilé salarié dit bulletin de paye, dit déclaration sociale. Donc, effectivement, ça peut être plus contraignant que le statut de TNS, qui a un coût plus faible, qui peut être constitué par des protections complémentaires. Et la rémunération est
plus variable, on va dire, que ce qu'on peut trouver en SAS. Donc là aussi, hein, une simulation s'impose. Hein, vraiment, dans le statut, dans les points de vigilance, c'est la comparaison du coût social entre le statut TNS et assimilé salarié. Comme tout à l'heure, je vous disais, il faut comparer le régime, les incidences fiscales à un régime IS ou IR. Et quand on a à peu près, quand on a ces deux axes, on arrive à décider le régime fiscal et voire même le régime social entre la SARL et la SAS. Parce qu'après, souvent, et puis les questions de gouvernance peuvent jouer, mais c'est surtout souvent une différence sur le statut social qui peut l'emporter. Mm. En fait, là, on vous expose ça un petit peu de manière séquentielle, mais en fait, quand on est en situation de conseil ou d'accompagnement de personnes, on est plutôt en transverse. Bah là, comme disait Marine, en SAS, les dirigeants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, et en SAS, en SARL, pardon, vous êtes assimilé au régime des travailleurs indépendants. Alors, là aussi, dans les comparatifs entre SAS et SARL, bah, il y a la question des dividendes. Les dividendes versés par une SARL, et qui, à condition qu'ils représentent plus de 10% du capital social ou du compte courant, eh bien, sont assimilés à une rémunération de gérant qui est soumise à charge sociale. Hein. En gros, les dividendes SARL, pour faire simple, sont soumis à charge sociale, alors que les dividendes perçus sous SAS sont soumis pas à charge sociale, mais ils sont soumis à la flat tax qui est au plus de 30%. Au plus, hein, il y a une part. Les 12,8, c'est lié à l'impôt et les 17,2, c'est lié aux prélèvements sociaux. Donc, c'est là aussi, souvent, vous pouvez entendre parler, oui, un dividende sous SAS est moins élevé qu'un dividende sous SARL, c'est vrai. Bon, il y a des limites un peu à ça, mais aussi, il faut voir aussi votre protection sociale, qui est plus aisée en système SARL qu'en système SAS. Alors, on s'est livré un petit comparatif. En fait, c'est la synthèse de ce qu'on vous a expliqué. Si vous entreprenez seul, eh bien, vous avez quatre formes d'entrepreneuriat possibles. L'entreprise individuelle, qui est commune, l'entreprise individuelle type micro-entreprise se caractérise par le micro-fiscal et le micro-social. L'entreprise individuelle classique, ça se caractérise par le réel. Hein. Après, je suis seul en société, bah, le petit nom, c'est l'EURL, c'est une SARL unipersonnelle. Ou je suis seul en société en étant assimilé salarié, c'est le statut de la SASU. Et puis, quand on est plusieurs, bah, il n'y a pas 36 solutions que de s'associer. Alors, au passage, une indivision, on peut exploiter en indivision, mais c'est assimilé à une société. On ne va pas rentrer dans société de fait, on ne va pas rentrer dans ce détail. Par exemple, deux micro-entrepreneurs ne peuvent pas partager des revenus. S'ils le font, ils sont en société de fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes plusieurs, ben, soit vous êtes SARL, donc vous relevez des TNS, hein, ce qu'il faut repérer, soit vous êtes en SAS, vous relevez du statut des assimilés salariés. Donc ça, c'est un peu la synthèse. Et quand on est en situation encore une fois, d'accompagnement, ben, on doit s'obliger à passer sur l'ensemble de ces postes-là. Hein. Alors, n'hésitez pas à la limite poser des questions. On peut commencer les questions. Je vous alerte sur un point, et volontairement, on n'en a pas parlé, j'en ai dit un tout petit peu tout à l'heure, mais la TVA, la question, le passage à la TVA d'une entreprise, soit de droit, soit sur option, est déconnecté du statut juridique. En clair, on peut être en SARL en franchise TVA, on peut être au micro-entreprise en étant à la TVA. Hein. C'est pas parce que je suis à la TVA que c'est pas parce que je suis en société plutôt par rapport au sujet d'aujourd'hui que je suis à la TVA. La TVA, c'est lié au chiffre d'affaires de vos activités. C'est un vrai choix, la TVA. Est-ce que là-dessus, puisqu'on est, on est là, on a des questions, vous avez peut-être des questions particulières, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, c'est fait pour ça aussi, les webinaires. Notamment, la question qu'on peut se poser, c'est j'ai déjà une activité d'entreprise, en société ou pas, quelle forme sociétaire je peux choisir pour mon activité que je compte créer, en plus de mon activité existante.
Est-ce que, là, dans le tour d'écran, il y avait Loïc qui avait des questions, vous aviez des questions sur un peu une révision des statuts. Ça n'a pas trop changé, hein, pour tout vous dire, hein, mais bon, il y a des évolutions qui peuvent arriver, ou c'est lié aussi à vos activités, hein, parce que quand on crée aussi, il faut faut répondre à la réglementation liée à l'exercice de vos activités. Notamment un plombier, ben, il faut qu'il ait une qualification de plombier pour créer une activité de plomberie. Est-ce que vous avez des questions concernant notre... parce que là, on est à peu près à 36 minutes, notre présentation, n'hésitez pas. Euh, le, le- En fait, le statut juridique, ça se simule. Il doit être quand même vous ressembler au niveau de la stratégie. On peut en parler et il peut être évolutif. Alors ça se simule, ben, on compare, hein, statut de l'assimilé salarié avec un statut de travailleur non salarié. Lié à la stratégie, par exemple, souvent, ben, j'ai eu le cas hier d'une personne, c'est un carreleur qui démarre et qui va tout de suite embaucher deux salariés. Bon, il voulait être en entreprise individuelle pour démarrer, mais je lui ai dit de passer en société parce que derrière, j'ai un enjeu financier plus important et être en responsabilité limitée, ça peut quand même arranger son business, hein. Et évoluer, c'est-à-dire vous pouvez démarrer en entreprise individuelle et au bout d'un an ou de 2 ans, alors avec des conditions spécifiques, changer de statut. Hein, c'est pas, ça se, et aussi, on a des situations de personnes qui sont en SAS et qui transforment en SARL. Hein, ça peut bouger pendant la vie de la société. Et est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de, de prendre la parole par rapport à notre présentation qui se veut un peu didactique parce qu'on a souvent des questions liées aux comparaisons. Donc, c'est la première étape. Est-ce que Jennifer, vous avez par ailleurs, vous avez une exploitation agricole, c'est ça, et vous voulez créer une entreprise de transport. Exactement, oui, c'est ça. En fait, moi, si vous voulez, Donc, là, j'avais déjà eu, on va dire, une première, parce que oui, lors de la formation, en fait, du transport pour passer la capacité, bah oui, on évoque tous ces sujets, hein, c'est une évidence. Mais quand on rentre après dans le vif du sujet, c'est tout autre. Et d'où la simulation que vous évoquez, oui, qui, à mon sens, est essentielle. Mais après, si j'avais vraiment une question à l'instant T, je dirais, quand on est dans le flou comme ça pour le choix oui, du statut, bien que effectivement c'est évolutif, quelle est la oui. première question à laquelle on doit répondre? Est-ce que c'est sur le statut des associés ou des actionnaires? Est-ce que c'est sur Ah, la partie, je ne sais pas, oui. je m'interroge, Alors, je vais vraiment. laisser Marine répondre, mais il y a un Voilà, point. au même titre que Marine, Loïc. vas-y, réponds. Après, Voilà. je vais rajouter Ok, quelque là, chose. tu poses. Ouais. Alors, je ne sais pas Merci. si ça va répondre à votre Ouais. question, mais pour moi, il n'y a pas une question. En fait, il faut vraiment faire un comparatif sur tout, c'est-à-dire vous poser et décider, bah voilà, qu'est-ce qu'on veut au niveau fiscal, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on veut au niveau social, etc. En fait, vraiment, tous les points doivent être abordés les uns après les autres, peu importe par lequel vous passez. Mm. Ce qui compte, c'est que vraiment tout soit abordé et que du coup, en répondant à chaque question sociale, fiscale, responsabilité, etc., vous allez forcément avoir un statut qui va se dessiner et ça va vous permettre de tendre vers l'entreprise individuelle, la SARL ou la SAS. Oui. Et puis, il y a deux rajouts à ce que vient de dire Marine. Il y a un côté, il ne faut pas oublier que ce qui mène en fait, l'activité, c'est le côté économique. Donc, en fait, la première étape, et volontairement, on ne l'a pas mis parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, la première étape, c'est quel est mon modèle économique? Quelles sont mes ressources, quels sont mes besoins, quel est quels sont mes besoins d'argent. Et quelquefois, ça aide au choix, hein.
Donc, c'est avant tout l'entrée économique. Puis il y a un deuxième point qu'il faut voir, alors volontairement on n'a pas listé parce que c'est que souvent les gens prennent un statut par défaut, notamment pour les questions des ARE et du chômage, hein, pour le dire. Et quelquefois, ben, les gens créent une société parce qu'ils veulent, ils veulent maintenir partiellement aujourd'hui le chômage, puisque les règles ont changé depuis le 1er avril. Hein. Et donc souvent, on a une entrée, ben, voilà, finalement, on a beau faire toutes les hypothèses, la question du maintien des ARE quand on crée son activité est importante et même nécessaire et quelquefois fondamentale. Ben à ce moment-là, hop, on crée un statut tout de suite sous forme sociétaire avec une rémunération très faible. Je le dis en simplifié, c'est plus vrai aujourd'hui ça. Et donc du coup, on en vient à créer une société. Mais c'est un peu la société par défaut. Et aujourd'hui, avec la modification des ARE, on a de nouveau des demandes en entreprise individuelle parce que les gens cherchent, parce que la question des ARE est moins importante qu'avant, et du coup, ils restent sur le modèle économique et ils cherchent aussi la simplicité. Donc là, récemment, on a trois dossiers la semaine dernière, et pour les activités diverses, ben, le choix a été fait d'une entreprise individuelle. Voilà. Donc c'est variable, hein. Encore une fois, il n'y a pas de règle en soi, mais effectivement, c'est important, c'est de simuler et de partager ça avec votre conseil. Il y a Loïc qui avait un projet de création aussi. N'hésitez pas à prendre la parole, Loïc. Hein. Je ne sais pas si vous nous entendez. Loïc, vous en pensez quoi par rapport à votre projet? Ou... Oui. Oui. Donc non, moi j'ai un projet de reconversion Oui. dans les métiers de la comptabilité. Donc forcément, j'ai une phase de conseil. Et j'ai été anciennement gérant et associé de plusieurs entreprises. C'est pour ça que je me posais beaucoup de questions. Mais j'ai pas de projet outre mesure sur. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Y a pas de mal. Okay. Donc, vous pouvez être amené à accompagner des gens qui créent, c'est ça? Oui, c'est déjà le cas. Là, j'ai déjà quelques personnes qui me demandent des informations. D'accord. Voilà. Moi, à titre personnel, j'avais su répondre tout seul aux questions. Maintenant, le faire sous forme neutre, c'est-à-dire comme vous le faites dans le cadre de votre métier, c'est beaucoup plus délicat. C'est pour ça que je vous demandais, vous avez répondu, Marine, s'il y avait un ordre précis de questions à se poser pour arriver finalement au choix du meilleur statut. OK. Qu'est-ce qu'en pense Élodie Edguyen, qui est chargée de financement dans les associations initiatives? Ben, j'en pense que vous avez bien résumé. En fait, il n'y a pas de statut type, on va dire. Hein. Il faut vraiment que ce soit adapté à chaque activité, à chaque personne. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à entendre, bah, je veux créer une SAS, par exemple, parce que mon ami a créé une société l'année dernière et c'est une SAS. Et il faut bien garder en tête que c'est pas parce qu'un modèle correspond à un collègue ou à quelqu'un de sa famille qui a créé tel type de société qu'il faut forcément l'appliquer et qu'elle nous conviendra à nous également. Et puis prendre en compte aussi voilà, le montant des investissements. La prise Voilà, de les risque. démarches avec les banques. C'est vrai que si on s'installe en micro-entreprise, si on veut solliciter un prêt bancaire, on sait que parfois ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a aussi cette adaptabilité à prévoir en fonction du montant des investissements qu'on prévoit, par exemple. Très bien. Si je vois, il y a Solana, n'hésitez pas à prendre la parole. Clara et monsieur ou madame Fort, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. De toute manière, le webinaire, on l'a enregistré. Vous le recevrez en, en replay Par mail, oui. et par mail. J'aurais Voilà. juste une petite Ouais, question, moi, additionnelle, Oui. pardon, j'en profite. Mais allez-y. Et si toutefois vous accompagnez, sinon éventuellement vous Oui. proposez à titre, bien sûr, avec un contrat, je sais pas, de Oui, partenaire. en fait, Ouais. on organise ce qu'on appelle c'est ce qu'on fait ce qu'on a fait ensemble hier avec Marine. On appelle Instacréa, c'est-à-dire c'est un point, en gros, c'est 1 à 2 heures où on se pose. On regarde votre projet, où vous en êtes dans les aspects économiques, on rentre surtout dans l'aspect éco,
Et quand c'est à peu près l'aspect économique est bien stabilisé, on organise un entretien avec mes collègues du service juridique, dont Marine Calves qui est avec moi là aujourd'hui, où en fait, on partage l'analyse que l'on fait avec les entrepreneurs. Il ne faut pas oublier que votre statut doit vous ressembler, et puis il faut aussi le partager, parce qu'il y a toujours des choses à repérer. Et donc, ça s'organise, oui, avec un entretien avec nous. Je ne sais pas sur quel département vous êtes, madame, mais Nous, on est basé dans l'Isère en Isère, et on dépend de Villemorieux actuellement. de Villemorieux. Ben, écoutez, Exactement. ouais, Et je note. Oui. comment on doit procéder? On doit on doit passer via notre comptable pour Non, 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 faire non, mais appel à vos je services? vais m'en occuper. Hein, je Ok, demanderai à entendu. la comptable. Merci Hein, beaucoup. voilà, accompagner, je vais prendre connaissance de vos coordonnées. Hein. Mais le principe, c'est ça. Hein, et faire ça à l'avance, si possible. Et ne pas avoir d'idées reçues. Voilà, écoutez, on peut se quitter. Hein, l'objet, c'était 3 quarts d'heure chrono, donc on est pile dans les 3 quarts d'heure. Euh, voilà, et puis écoutez, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire sur le statut de l'entrepreneuriat à choisir, le statut juridique de l'entrepreneuriat. Hein. N'hésitez pas à revenir vers nous et à bientôt, comme on dit. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.